Salut à tous et à toutes, c'est Andreas ADR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format. Je vais vous parler de meurtrier. Voilà, c'est tout nouveau sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va vous parler de cet homme-là, Charles Sobrage. Alors, à première vue, son nom ne vous dit certainement rien, mais il est lié à une histoire sordide que je vais vous raconter de ce pas. Charles Sobrage est né d'une mère vietnamienne Tran Loan Phung et d'un père indien Sobrage Adjar Bhavani. Ses parents se séparent alors qu'il n'est âgé seulement que de 3 ans. Sa mère refait sa vie et décide d'épouser un lieutenant français où ils s'installent tous deux à Marseille. Elle décidera de fonder une nouvelle famille avec ce dernier. Charles, quant à lui, est laissé au Vietnam avec son père où il est livré à lui-même. En effet, son père ne s'occupe pas de lui et Charles est livré à lui-même et est permis de faire ce qu'il veut de ses journées où il vagabonde dans les rues. Sa mère revient 4 ans plus tard à Saigon, une ville au Vietnam, où elle décide de reprendre Charles à sa charge et retourne avec ce dernier en France. Charles obtient la nationalité française à cette époque. Il était avant considéré comme dépourvu de nationalité légale. Sa mère élève Charles à la dure où il deviendra un délinquant. Il est placé dans un pensionnat à ce moment-là. En 1960, il commence à commettre des vols sans violence. À 19 ans, il se fait arrêter et écope de 3 ans de prison en raison de ses vols commis. Il est libéré en 1967 où il se passionne d'une jeune française nommée Chantal Compagnon qu'il épousera quelque temps plus tard. Il tente d'avoir une vie paisible et travaille dans un restaurant, mais le salaire ne lui convient pas car Charles a un goût pour le luxe. Il retombe dans la délinquance où le vol d'une voiture le renverra en prison en 1970. Libéré la même année, il recommencera les vols mais craindra toutefois de se faire prendre et de retourner à nouveau en prison. Il décide de quitter la France et part vivre à Bombay, en Inde, avec sa femme Chantal Compagnon. Il se met alors à la tête d'un réseau de vols de voitures et à ce moment même, il se met également à voler les touristes. Son mode opératoire est de se lier d'amitié avec ces derniers ou ensuite il décide de les droguer et de les voler dans leur vulnérabilité. Ses victimes favorites sont de jeunes hippies qui parcourent les routes de l'Asie à la recherche de nouvelles drogues à tester et d'une nouvelle spiritualité. En 1971, il réussit un vol audacieux d'une bijouterie à l'hôtel Ashoka à New Delhi, la capitale de l'Inde. À l'aide d'un complice, il réussit à s'introduire dans la chambre d'une danseuse américaine, Gloria Mendelik, qui loge au-dessus de la bijouterie. Il tentera de percer un trou dans le plancher, mais n'y arrivera pas de cette façon. Il oblige la danseuse américaine Gloria Mendelik, qui tenait prisonnière, à faire venir un commis de la bijouterie qu'il forcera à lui remettre les bijoux. Charles et son complice s'enfuient à l'aéroport, mais voyant qu'ils vont se faire fouiller, ils prennent peur et décident de se sauver en laissant leurs bagages sur place. Charles se fait capturer dans la ville de Bombay en Inde où il est condamné pour vol de bijoux. Il réussit à s'évader en droguant un gardien. Il se fait rattraper et est ramené en prison, mais sort vite car sa femme Chantal Compagnon avait trouvé assez d'argent pour payer la caution de Charles. Le couple décide de quitter l'Inde et s'installe dans la ville de Kaboul en Afghanistan où Charles recommencera à voler les touristes. En 1973, sa femme et lui se retrouvent en prison car ils n'ont pas réglé la note d'un hôtel. Sa femme purgera sa peine et décidera de retourner en France pour se faire oublier. Charles, quant à lui, réussira à nouveau à s'évader. En 1974, il se fait arrêter en Grèce pour vol de bijoux. Il parviendra encore une nouvelle fois à s'évader de la prison de Korydallos en Grèce où il était incarcéré. Puis il retournera en Inde afin de se bâtir un nouveau réseau. Au printemps 1975, il rencontre une Québécoise, Marie-André Leclerc, à Srinagar, une ville au nord-ouest de l'Inde, où il la persuadera de le rejoindre en Thaïlande l'été suivant. Marie-André Leclerc, amoureuse, consent de se faire complice dans les escroqueries que Charles commet. Charles a également un acolyte, Ajay Chaudhuri. Il est né à Bombay en Inde et est âgé de 21 ans. Il porte constamment un couteau à cran d'arrêt sur lui. Il sera décrit plus tard comme le tueur à gages de Charles.
À partir de l'automne 1975, les crimes de Charles et de son équipe prennent un tour beaucoup plus tragique. Le groupe emménage dans un appartement d'une maison s'appelant Canib House, rue Salaudoen, à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, où ils partent à la recherche de touristes en quête de pierres précieuses. Charles prendra différents pseudonymes: Alain Dubois, Alain Gauthier, Roland Lisère, Jacques-Pierre Marchand ou encore Charles Surder. Charles se fait passer pour un vendeur de bijoux rares. Après avoir amadoué ses victimes, il les drogue en versant une substance dans leur boisson et leur vole ensuite leur argent, leurs papiers et leurs passeports pendant que ceux-ci sont sans connaissance. Le 5 septembre de la même année, Marie-André Leclerc et Charles rencontrent deux Australiens, Russell et Vera Lapthorne, à Hua Hin, en Thaïlande, une ville en Thaïlande se trouvant à plus de 100 km au sud de Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Ils les droguent et les dépouillent de leurs biens. Quand ces derniers reprennent connaissance, ils décident de porter plainte, mais l'enquête ne mènera malheureusement nulle part. À la fin du mois de septembre, Charles et Marie-André Leclerc reçoivent la visite d'un touriste français, Dominique Renello, qu'ils avaient déjà rencontré auparavant dans la ville de Chiang Mai au nord de la Thaïlande. Il tombe aussitôt malade une fois arrivé à l'appartement de la maison de Canit House, rue Salaudoen à Bangkok. Le couple lui dit qu'il s'agit d'une dysenterie, une forme de diarrhée sévère qui provoque une inflammation de l'intestin, et le soigne tout en lui dérobant son passeport. Dominique Renello restera jusqu'en décembre à Canip House, rue Salaudoen à Bangkok. Au début du mois d'octobre, deux autres touristes français font leur apparition, Jean-Jacques Philippe et Yannick Messé, qui emménagent dans l'appartement eux aussi, tombent malades et Charles leur vole également leur passage. Le 17 octobre 1975, Charles et Marie-André Leclerc font la connaissance d'une jeune touriste américaine de 18 ans, Teresa Ann Knowton, partie étudier le bouddhisme au Népal, un pays en Asie du Sud. Elle a décidé de faire une escale en Thaïlande. Quelques années plus tard, Charles racontera ce qui s'est passé au journaliste Richard Neville lors d'une interview. Il a invité Teresa Ann Knowton dans une boîte de nuit sur la plage de Pattaya, en Thaïlande, et a mis un sédatif appelé Mogadon dans son café avec sa complice. Charles l'a ensuite transportée sur plage où il l'a déshabillée et l'a revêtue d'un bikini et l'a ensuite étranglée. Il a prétendu qu'il n'aimait pas les drogués et qu'il était certain que Teresa Ann Knowton était une vendeuse de drogue. Le lendemain matin, un pêcheur découvrira le corps de Teresa Ann Knowton au bord de l'eau. Les autorités croient d'abord qu'elle s'est noyée et l'enterrent sans plus attendre. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'ils exhument le cadavre de Teresa Ann Knowton et l'autopsie et l'identifient. Il s'agit du premier meurtre connu de Charles. D'autres ne tarderont pas. En novembre, un jeune turc, Vidali Hakim, achète à Charles pour 1600 dollars de pierres précieuses. Charles lui propose de partir avec lui dans une autre ville pour d'autres achats. Le cadavre de Vidali Hakim sera découvert le 29 novembre sur le bord de la route menant à Pattaya, en Thaïlande. L'autopsie de Vidali Hakim démontrera que le corps a été brûlé alors que Vidali Hakim était encore vivant. Le 7 décembre, Charles, lors d'un voyage à Hong Kong, rencontre un couple de Néerlandais, Henricus Brindascha et Cornelia Hemker, qui sont à la recherche de bijoux rares. Charles les persuade de le retrouver à Bangkok, en Thaïlande, le 11 décembre. Ils arrivent à Canip House, rue Salaudoen, à Bangkok. Le 16 décembre, leurs corps sont retrouvés dans un fossé sur le bord de la route. L'autopsie révélera qu'ils ont été battus avant d'être assassinés et brûlés. Le 14 décembre, le corps de Stéphanie Anne-Marie Paris est retrouvé sur la plage de Pattaya, en Thaïlande. Elle était venue à Bangkok, également en Thaïlande, à la recherche de son ami Hakim. C'est dans l'appartement de la maison de Canit House, rue Salaudoen, à Bangkok, qu'elle est vue vivante pour la dernière fois. Le 18 décembre, Charles, Marie-André Leclerc et Ajay Chabouré prennent la route du Népal, en Asie du Sud, en utilisant 3 passeports,
ceux de Henricus Brindaja, Cornelia Hemker et Vidali Hakim. À Katmandou, la capitale du Népal, ils font la connaissance du Canadien Laurent Carrière et de son amie américaine Connie Jo Brunzik, à qui ils proposent de leur fournir des pierres précieuses. Laurent Carrière disparaît le 21 décembre et son ami Connie Jo Brunzik le lendemain de la disparition de Laurent Carrière. Leurs corps sont retrouvés brûlés dans un champ aux alentours de Katmandou, au Népal. Quelque temps plus tard, le 23 décembre, Charles retourne en Thaïlande avec Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury. Pour brouiller les pistes, Charles s'est servi du passeport de Laurent Carrière. Lorsqu'ils arrivent à Kanib House rue Salaudon à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, Charles, Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury se rendent compte que les 3 touristes français qu'ils hébergeaient ont disparu. Pendant leur absence, les 3 touristes français ont réussi à ouvrir le coffre-fort de Charles et découvriront 12 passeports volés, dont certains appartenant aux victimes assassinées par Charles. Prenant peur, Charles, Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury s'enfuient. Le 26 décembre, le trio est de retour à Katmandou, au Népal. L'affaire sur Laurent Carrière et Connie Jo Brunzik a débuté. Les soupçons se sont très vite portés sur eux. Ils se font arrêter et placer en résidence surveillée à l'hôtel où ils sont installés. La négligence des gardiens leur permettra de s'évader et parviendront à franchir la frontière indienne. La police népalaise croit à ce moment-là avoir affaire à un certain Alain Gauthier. Au début du mois de janvier 1976, Charles, Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury arrivent à Bénarès, une ville en Inde, où ils descendent dans un hôtel. AJ Chowdhury partage sa chambre d'hôtel avec Alain Aaron Avoni Jacob, un touriste israélien âgé de 24 ans. Le lendemain, après le départ de Charles, Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury, Alan Aaron Avoni Jacob est retrouvé assassiné. On lui a volé son argent ainsi que son passeport après l'avoir drogué à mort. Le 9 janvier, dans le sud de l'Inde, non loin de Goa, il drogue 6 touristes français. Lorsque ceux-ci se réveillent 36 heures plus tard, ils découvrent que leurs argents, leurs passeports ainsi que leurs cartes de crédit ont disparu. Fin janvier, Charles et Marie-André Leclerc dépouillent un touriste américain à Hong Kong. Au mois de février, le trio est de retour à Bangkok, en Thaïlande, où ils réussissent à trouver à nouveau complices. Jean Douisme, un Français originaire d'Orléans, une commune en France. Pendant ce temps, en Thaïlande, l'enquête sur les meurtres de l'automne 1975 que l'on a surnommé les assassinats en bikini a commencé à évoluer. Herman Knippenberg, secrétaire à l'ambassade des Pays-Bas, a commencé depuis quelques semaines à enquêter sur les disparitions de Henricus Brindacha et Cornelia Hemker après avoir interrogé quelques témoins. Herman Knippenberg parvient à découvrir que l'appartement de la maison de Kanib House rue Salaudon à Bangkok, en Thaïlande, où habite un certain Alain Gauthier, est le dernier lieu où résident Henricus Brindaja et Cornelia Hemker à ce moment-là. Herman Knippenberg parvient avec du mal à persuader la police thaïlandaise de perquisitionner l'appartement. Le 11 mars, les policiers thaïlandais font une rapide visite mais déclarent n'avoir rien trouvé de suspect. Alertés, Charles, Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury quittent aussitôt la Thaïlande. Quelques jours plus tard, une perquisition plus approfondie permet de découvrir les passeports, des journaux intimes, des cartes de crédit et des livres ayant appartenu au couple néerlandais, Vital Hakim et Teresa Han Knowton. Charles, Marie-André Leclerc et AJ Chowdhury parviennent à franchir la frontière malaisienne. C'est là que AJ Chowdhury disparaît. Plus personne ne le reverra vivant. Et il est probable que seul Charles lui-même sait ce qu'AJ Chowdhury est devenu. Après un court séjour en Malaisie, Charles et Marie-André Leclerc retournent en Inde, où leur complice, Jean Douisme, vient bientôt les rejoindre. Charles et Marie-André Leclerc se tiennent tranquilles pendant quelque temps.
Au printemps 1976, Charles fait entrer deux femmes dans son équipe, Mary-Ellen Eater, une Australienne de 22 ans, et Barbara Cheryl Smith, une Britannique de 26 ans. Charles les persuade de se joindre à eux pour droguer les touristes, les voler et partager les bénéfices. Le 2 juillet, la victime est Luc Salomon, un touriste français de 24 ans, originaire de Saint-Avold, en France. Luc Salomon ne résiste pas à la drogue et son corps sera retrouvé dans sa chambre d'hôtel, Ranjit à Bombay, une ville en Inde. Le 5 juillet 1976, Charles est à l'hôtel Vikram de New Delhi, en Inde, où il fait la rencontre d'une vingtaine d'élèves ingénieurs de l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes, en France, en voyage de fin d'études. Charles se lie d'amitié avec eux et leur conseille de prendre des médicaments contre la dysenterie, une forme de diarrhée sévère qui provoque une inflammation de l'intestin, que Charles leur distribue. La drogue agit trop rapidement, les touristes commencent à tomber les uns après les autres dans le hall de l'hôtel. Après une rapide enquête, Charles, Marie-André Leclerc, Marie-Hélène Hitter, Barbara Cheryl Smith et Jean Duisme sont appréhendés. La police indienne s'aperçoit qu'ils ont affaire à un escroc d'envergure internationale, d'autant plus que Marie-Hélène Hitter et Barbara Cheryl Smith avouent que le gang est impliqué dans le meurtre de Luc Salomon. En 1977, pendant que Charles est en attente de son procès, le journaliste Richard Neville réussit à obtenir de Charles une première interview, où il lui avoue tous ses crimes avec un luxe de détails sordides. Quelques années plus tard, Richard Neville écrira The Life and Crime of Charles Sobrage, dit La vie et les crimes de Charles Sobrage en français, dans lequel il décrit tout le parcours de Charles depuis le tout début. Charles transformera son procès en spectacle, renvoyant ses avocats, interpellant les témoins, puis commençant une grève de la faim. Charles est condamné à 12 ans de prison, alors qu'il était passible de la peine de mort. Marie-Hélène Hitter et Barbara Cheryl Smith sont condamnées à 2 ans de prison, tandis que Jean Duisme est innocenté faute de preuves. La principale complice de Charles, Marie-André Leclerc, écopera de 6 ans de prison. En 1983, atteinte d'un cancer des ovaires, elle sera libérée et pourra retourner chez elle au Québec, où elle décédera en 1984 des suites de son cancer. Dans la prison de Tihar à New Delhi, la capitale de la Thaïlande, Charles soudoie tous les gardiens et mène la belle vie. Il a droit à une télévision, au téléphone, repas choisis et même du vin de luxe. Devenu tristement célèbre pour ses meurtres, il accorde des interviews où il se donne le beau rôle et parle avec décontraction de ses meurtres. Cependant, Charles risque à la sortie de la prison indienne d'être extradé vers la Thaïlande où il encourt la peine de mort pour le meurtre d'une Américaine, Teresa Ann Knowlton. Le 13 mars 1986, pendant sa 10e année de captivité, Charles organise une grande fête dans la prison indienne et s'évade après avoir offert à ses gardiens des sucreries aux somnifères. Puis il se laissera rattraper 3 semaines plus tard à Goa en Inde. Ainsi, comme Charles l'avait prévu, il écope de 10 ans de prison supplémentaires, grâce à quoi la demande d'extraction pour la Thaïlande, là où il risque la peine de mort, expirera, le mettant ainsi à l'abri d'être jugé et exécuté. Le 17 février 1997, après 21 ans dans la prison de Tihar, Charles est libéré et retourne en France. Il s'installera dans le quartier chinois de Paris. Il engagera Jacques Verger et négociera financièrement ses interviews et photographies. 5 000 euros. Et on parle même d'un contrat de 15 millions de francs à l'époque, offert pour un film inspiré de sa vie. Les familles de victimes et le diplomate Hermann Knippenberg ne parviennent pas à extrader Charles. Mais au mois de septembre 2003, Charles commet une erreur. Il se rend en Népal en tant qu'assistant producteur pour une société parisienne, dans le cadre d'un documentaire pour la télévision. Reconnu par un journaliste dans les rues de Katmandou, au Népal, Charles est arrêté par les autorités locales, qui le soupçonnent du double meurtre en 1975 d'une Américaine et d'un Canadien. Au mois d'août 2004, il est condamné à la prison à perpétuité au Népal.
La peine maximale est de 20 ans de prison pour le meurtre de l'américaine Connie Jo Brunswick. En 2008, Charles a annoncé ses fiançailles avec une femme népalaise, Nihita Biswas. L'authenticité de la relation du couple sera confirmée dans une lettre ouverte du chef d'orchestre américain David Woodard à The Himalayan Times. En 2010, Charles épouse en prison son interprète, la fille de son avocate, âgée de 20 ans, soit 44 ans plus jeune que Charles. Un des geôliers confie en 2021 à Paris Match: c'est une légende, il n'y a pas de preuves de leur union. Toutefois, la fille de son avocate lui donnera son sang en 2017 pour sauver Charles lors d'une opération à cœur ouvert. Au mois de septembre 2014, il a été condamné pour un second meurtre, celui de Laurent Carrière, un touriste québécois. En janvier 2021, Netflix et BBC One sortent une série s'inspirant des faits, avec l'acteur Tahir Rahim dans le rôle de Charles Sobrage. La série s'intitule Le Serpent et retrace le parcours de l'escroc assassin et de la traque dont Charles Sobrage a fait l'objet. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cette série, car cette série est vraiment très bien. Le 21 décembre 2022, la plus haute juridiction du Népal ordonnera la libération de Charles pour des raisons de santé. Le 23 décembre 2022, il sera libéré et effectuera son retour en France le lendemain. Charles est toujours en vie actuellement et est âgé de 80 ans. Je vous conseille de regarder la série Netflix intitulée Le Serpent, car je l'ai regardée et franchement, elle est vraiment pas mal. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je ne sais pas si ça sera la dernière, je ne pense pas. On verra peut-être avec le temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu comme ça m'a plu à moi d'écrire cet article. C'était Andreas ADR et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.